Midi, au milieu des vignes du Languedoc. Ici, les viticulteurs se sont dit que l'union ferait la force, et c'est l'héritage du jour. Et les murs là. Il semble même mûr à point. Ouais. Il est bien sucré. Qu'est-ce que c'est comme cépage celui-là? Mais c'est du Mourvèdre. Du Mourvèdre. L'histoire du Midi des vignerons, c'est l'histoire d'un peuple tourné tout entier vers sa vigne, indispensable source de revenus, inestimable patrimoine culturel. Pris entre les vents frais de Méditerranée et une garrigue baignée des fortes chaleurs du Midi, le plus vaste vignoble au monde s'étend sur une large bande de terre entre Perpignan et Montpellier. Il a façonné les hommes et les femmes de ce territoire. Avec la vigne, c'est surtout un attachement viscéral. Quand la vigne va bien, tout va bien. Quand la vigne va mal, quand le vin se vend mal, quand la vigne est malade, rien ne va. Au cours des siècles, la vigne a enrichi les Languedociens et a soulevé les foules. Insoumis, frondeur, le peuple vigneron s'est insurgé lorsque son travail ne lui permettait plus de vivre dignement. En 1907, c'est la moitié de la région qui défile à Montpellier et qui obtient les premières réglementations sur le vin. Solidaire et uni, le peuple du Midi jette alors les bases de la viticulture moderne. L'histoire du Midi des vignerons a aussi façonné chaque parcelle de cette terre entre vignes centenaires et châteaux pinardiers et a vu fleurir dans d'innombrables villages des caves coopératives avec leur esprit unique d'union et de justice. Sur cette terre, on vendange chaque fin d'été depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le climat tempéré et sec, soutenu par les vents de tramontane, semble idéal aux Grecs puis aux Romains pour doter les coteaux du Bas-Languedoc de vignes. Il faut abreuver un empire en pleine expansion et la terre du Midi, riche de nombreux terroirs, révèle son potentiel. Le Languedoc, c'est des terroirs très variés. On a ce côté un peu continental des garrigues et on a ce côté méditerranéen, donc influence plus océanique, où justement là, on aura des climats un peu plus tempérés, avec des vins un peu moins forts, mais plus sur la finesse. Après les Romains, le vignoble du Languedoc perd en vigueur. Il faut attendre l'arrivée des moines pour redonner vie à la culture de la vigne. À Valmagne, en 1139, les cisterciens ressuscitent le vignoble de l'ancienne villa romaine et fondent une abbaye. C'est les moines en fait qui avaient fait leurs armes en Bourgogne et par volonté d'expansion, dès qu'une abbaye arrivait à plus de 60 moines, il y en a 12 d'entre eux qui devaient partir et s'installer dans une autre abbaye. Les 3 critères en fait quand on installe une abbaye pour les moines sont accès à l'eau, calme absolu et grand terroir. Les couloirs de Valmagne résonnent des pas feutrés des moines qui font vœu de silence. Le travail de la vigne fait la richesse de l'abbaye et épouse parfaitement la philosophie cistercienne. Le rapport des cisterciens avec le vin, c'est le travail. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit, alors c'est pas très facile, qui bon vin boit, Dieu voit. Voilà. Et donc ça veut dire que les cisterciens faisant toujours du travail à la gloire de Dieu, si on boit un vin qui est bon, et ben à ce moment-là, le travail a été fort, a été à la gloire de Dieu, et donc c'est bien. Voilà. C'est la qualité du travail, en fait. À
À la Révolution française, l'abbaye de Valmagne, aujourd'hui devenue un monument historique, est réquisitionnée par l'État et vendue comme bien national. Un viticulteur de la commune voisine en fait l'acquisition. L'église, de 83 mètres de long et de presque 25 mètres de haut, est transformée en un immense chai. Donc ça, ce sont les foudres qui sont en chêne de Russie. Ils ont été construits sur place et sur mesure. Et d'ailleurs, on voit bien, avec l'incurvation là, de la pierre, qu'on a un petit peu forcé le bâtiment pour pouvoir construire ces foudres sur mesure. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des foudres qui ont une grosse capacité, puisqu'ils sont 400 hectolitres, donc c'est-à-dire 40 000 litres. Donc on se doute quand même un petit peu que ça exprime ce qui se passait dans le Languedoc à l'époque, à savoir qu'on était plus intéressé par faire des gros rendements, puis surtout qu'on en a 18 des foudres comme ça. Donc vous imaginez un petit peu la quantité de vin qui devait rentrer et qui devait être stocké dans cette église. Une fièvre productiviste s'empare bientôt de toute la région. Au XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer et l'industrialisation, le vignoble du Languedoc connaît une expansion inimaginable. Pour abreuver les ouvriers qui boivent jusqu'à 3 litres de vin par jour, les bourgeois investissent massivement dans la vigne. De riches hommes d'affaires s'improvisent alors viticulteurs et leur folie des grandeurs s'invite dans le paysage. Leur château pinardier, fastueuse demeure aux allures parfois fantasques, émaille les environs de Béziers. Il y a un proverbe qui dit qu'une récolte suffisait pour construire un château. La région est devenue presque de monoculture. Mais c'est dû justement à la puissance du vin sur le plan économique. Mais les parcelles avant qui faisaient du blé ou autre chose, on les a transformées, on a même à cette époque-là asséché des étangs pour pouvoir effectivement faire de la culture à l'intérieur. Au château de Grézan, c'est le bâtonnier de Béziers, Gabriel Mirepoix, qui investit avec succès dans la vigne. Il y fait construire un luxueux domaine aux toitures recouvertes d'ardoises d'Angers et au style éclectique inspiré de l'époque médiévale. Et on appelait ça en fait les folies bitéroises, quoi. Et chaque folie bitéroise était différente, quoi. Et chaque propriétaire voulait, en termes peut-être un peu vulgaires, mais en mettre plein la vue à son copain qui était à côté. On a voulu donner de l'extérieur une force de puissance, mais par contre de l'intérieur, on s'est rendu compte que les 6 tours que l'on voit juste en face sont des tours en trompe-l'œil que l'on appelle, donc en fait elles ne sont pas fermées à l'intérieur. Un décor de cinéma un petit peu. À la fin du XIXe siècle, ces nouveaux riches du vin bénéficient d'un coup de pouce inattendu. Le phylloxéra, un puceron ravageur, n'a pas encore atteint la région alors que le Bordelais et la Bourgogne sont dévastés. Pendant plusieurs années, c'est dans le Biterrois, aux alentours de Béziers, qu'on trouve les derniers pieds de vigne intacts. Et lorsque le puceron finit par s'attaquer à la région, le remède a déjà été trouvé. Greffer des pieds américains résistants à l'insecte. C'est un miracle en fait, quelque part. Les prix se sont multipliés par 4 dans l'espace de très peu de temps. Donc effectivement, il y a une richesse qui est arrivée, qui n'était pas prévue d'ailleurs au départ. Voilà. Donc qui a fait que cette région est devenue la région la plus prospère sur le plan viticole de France. Cette ruée vers l'or rouge n'est pas réservée aux bourgeois. Ouvriers agricoles, paysans, artisans, c'est tout le Languedoc qui s'investit dans la vigne. À Marossan, petit village à l'époque d'à peine 2000 âmes, 280 habitants achètent quelques parcelles de vignes. Mais ces petits vignerons peinent à écouler leur vin. Chaque personne avait sa petite cave dans son garage avec sa comporte, son petit pressoir et il vinifiait chez lui. Et donc tous ces petits propriétaires se retrouvent un peu isolés face à ces gros négociants. Ils vont se dire on va peut-être essayer de vendre ensemble. C'est la naissance de la première coopérative viticole de France. Un nouvel hymne solidaire et frondeur résonne à Marossan. Tous pour chacun,
chacun pour tous. Ceux qu'on appelle désormais les vignerons libres franchissent une nouvelle étape en 1905. Ils mélangent leurs récoltes et vinifient ensemble un même vin coopératif. Dans ce midi rouge, le modeste village de Maraussan fait figure d'utopie solidaire. Il reçoit même la visite de Jean Jaurès, qui est en train de jeter les bases du Parti socialiste français. Jaurès, quand il vient à Maraussan, en même temps qu'il est ému par cette construction de caves communes, il est ému par tout ce qui se fait dans Maraussan autour de cette idée socialiste, en fait, de regroupement, de forces communes. Et dans le Languedoc, ça va essaimer. Donc en fait, on arrive à un point où il va y avoir dans un village, il va y avoir la cave, la mairie et l'église. C'est vraiment l'architecture d'un village du Languedoc. Au début du XXe siècle, le vin de la région coule à flot. On en produit tellement que le marché commence à saturer. Les prix chutent, les stocks s'accumulent. Une nouvelle concurrence déclenche la crise. Des faux vins, des jus alcoolisés fabriqués à base de raisins secs, de sucre ou de colorants. À Argeliers, petit village de l'Aude, Marcelin Albert, le propriétaire d'un modeste café, prend la tête de la résistance face à cette menace. Marcelin Albert est cafetier, vigneron. Ici, tout le monde a des vignes, en activité principale ou secondaire. Et lorsque la crise est là, lorsque le vin ne se vend plus, lorsque la cave est pleine, lorsqu'il faut jeter les vins à la rivière avant les vendanges, la situation est dramatique. La situation est dramatique parce que les gens se sentent touchés au plus profond d'eux-mêmes. Homme de théâtre à la barbe épaisse et à la voix rauque, orateur de talent, Marcelin Albert galvanise les foules. On le surnomme bientôt le prophète. Sa revendication est simple: interdire tout vin qui n'est pas issu de raisins frais. On le voit sur sa terrasse en train d'haranguer la foule avec la promenade pleine de monde, avec des milliers de personnes. Au départ, il était seul. Ensuite, ils sont 87. De 87, ils arrivent à avoir une organisation vraiment exemplaire et ils seront jusqu'à 600 000 à Montpellier. 600 000, c'est quasiment tout le peuple du Midi qui est là pour revendiquer une vie plus juste. En juin 1907, 3 mois seulement après le début de la Fronde, le gouvernement cède face à la révolte. Grâce au soulèvement du Languedoc, la viticulture française est réglementée et le vin devient un produit contrôlé. À Argeliers, l'esprit de Marcelin Albert et de ses premiers partisans reste vivant. Depuis cette vigne aux 87 rangées, le petit village célèbre à chaque récolte la mémoire de ses aïeux. La vigne représente pour nous un patrimoine matériel avec l'architecture de tous nos villages. Il y a tout un patrimoine immatériel, quelque chose qui est lié au cœur, qui est lié à la famille, parce qu'on a besoin pour vivre de racines et de rêves. Et peut-être que la vigne, elle propose tout ça. Les 230 caves coopératives encore en activité, si particulières à la culture languedocienne, rappellent que le plus grand vignoble du monde prospère aujourd'hui grâce au combat de tout un peuple. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Bon, les autorités sanitaires risquent de ne pas nous suivre sur ce chemin, et pourtant, à Vancouver, où je vous emmène maintenant, un maire a choisi le parti de l'ivresse, lui. Et c'est l'incontournable. Entre mer et montagne, Vancouver est régulièrement citée comme l'une des premières villes au monde pour sa qualité de vie. Parmi ses atouts, le parc Stanley,